Séance de rattrapage, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie. Bienvenue dans ce podcast dans lequel Aurélien et Thomas vous parlent des missions du Pays d'Art et d'Histoire. Mais au fait, c'est quoi le Pays d'Art et d'Histoire ? Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans ce podcast, vous saurez comment l'équipe travaille et prépare les animations. On vous parle aussi de l'histoire du Charolais-Brionnais et de son patrimoine. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 3e épisode de notre podcast Séance de rattrapage. Aujourd'hui, Thomas et Aurélien vont nous parler des bocabalades. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte ont été créées ces bocabalades et puis aussi nous expliquer le terme de bocabalade ? Oui, j'expliquerai le terme de bocabalade, mais c'est vrai que moi j'étais pas là quand les premières ont été créées il y a 3 ans, donc je pense que je vais laisser Aurélien revenir sur la genèse de ces activités. Très bien. Alors en fait, ces bocabalades, ce sont des balades dans le bocage, des randonnées dans le bocage commentées. Le but, c'était de permettre aux visiteurs de comprendre ce bocage, donc à la fois comment il a été créé et puis également quels sont les éléments qui le composent, et puis de les sensibiliser aussi à la question de la gestion de ce bocage, notamment la gestion de la haie. Et donc cette offre, on l'a développée en fait tout simplement dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial du bocage de l'élevage bovin, du Charolais-Brionnais, dans le but de permettre aux habitants et aux visiteurs extérieurs de bien comprendre le sujet de la candidature, quelle était la valeur de ce bocage et pourquoi il faisait l'objet d'une candidature au patrimoine mondial. Aujourd'hui, ce projet de candidature au patrimoine mondial n'ira pas jusqu'au bout. Néanmoins, le bocage reste un élément fort de ce territoire, un élément très identitaire. Et donc, on continue cette offre de bocabalade parce que pour nous, il y a toujours un intérêt très fort à valoriser et à expliquer ce paysage. Merci. Comment ça se passe ? Comment vous choisissez vos lieux ? Qui intervient ? Alors, donc les lieux, ça peut être c'est dans tout le territoire qui faisait partie du périmètre de la candidature à l'UNESCO, donc le bocage brionnais principalement, même si on le verra, on a quelques bocabalades qui vont être en dehors de ce périmètre, mais rester dans des zones bocagères. Donc pendant les premières années, c'est nous qui faisions les animateurs du Pays d'Art et d'Histoire ou les guides conférenciers qui travaillaient avec nous, qui faisaient ces bocabalades. Donc comme disait Aurélien, ce sont des balades dans le bocage et durant lesquelles on évoque tous ces éléments en fait qui sont caractéristiques du bocage, qui en font qu'il est exceptionnel finalement, mais également on en profite toujours pour parler du patrimoine et de l'histoire des communes que l'on visite durant ces bocabalades. Donc que ça soit des châteaux, je pense notamment à Dreux, quand on a fait la bocabalade Saint-Symphorien-Curbigny, il y a plusieurs exemples comme ça où on parle de patrimoine. Depuis l'année dernière, il y a eu un premier essai qui a été réalisé de faire ces bocabalades à plusieurs voix, c'est-à-dire en invitant des intervenants avec nous, ce qui permet en fait d'évoquer des sujets que nous on maîtrise moins et qui peuvent être complémentaires par rapport à ce qu'on fait. Et on a cette année décidé de pérenniser cette modification du concept avec 2 voix. Donc chaque bocabalade qui a eu lieu cette année, donc elles ont eu lieu au début de l'été, les bocabalades, étaient faites à 2 voix. Donc nous avons eu une bocabalade avec un écologue qui a pu évoquer la biodiversité du bocage et en quoi le bocage soutient cette biodiversité. On a eu une bocabalade avec un géologue qui a pu parler de la spécificité en fait du sous-sol du bocage brionnais, et une bocabalade avec un ornithologue où on a pu observer des oiseaux et il a pu nous expliquer en fait quels oiseaux on retrouve dans le bocage brionnais.
Très bien, donc là, les dernières bocabalades ont été faites à 2 voix, comme tu nous l'as expliqué. Là, on voit effectivement que le bocage est composé de plein d'éléments, d'attributs, que ce soit des éléments patrimoniaux, naturels. Et c'est intéressant de pouvoir expliquer tout ça lors des balades. Peut-être qu'Aurélien, est-ce que tu peux développer justement l'un des attributs imprégnants du bocage? Donc, je parle bien sûr de la haie. Alors effectivement, déjà par rapport au rôle de la haie, la première chose à dire, c'est que c'est une haie qui a pour objectif d'enclore des animaux, puisque la spécificité du bocage du charolais brionnais, c'est qu'il a été constitué par rapport à une activité agricole spécifique, qui est celle de l'élevage bovin. Donc le premier rôle, c'est de clôturer les parcelles de prairies où pâturent les bovins. Et donc, chose importante à savoir par rapport au bocage charolais brionnais et à son réseau de haies, c'est qu'il conserve encore aujourd'hui une densité très forte à l'échelle nationale, notamment parce qu'on est face à un territoire qui n'a pas subi le remembrement agricole des années 1960-1970. Finalement, le parcellaire et donc le réseau de haies qui le dessine a été quand même relativement bien conservé. Ponctuellement, on a quand même des regroupements de parcelles, des arrachages de haies, mais le réseau a été quand même plutôt bien conservé jusqu'à nos jours. Donc ça, c'était la première chose importante à dire et qu'on souligne lors de ces bocabalades. Ensuite, on rappelle aussi aux visiteurs les multiples rôles de la haie, au-delà d'enclore les bovins. Tout d'abord, la haie, elle contribue aussi au bien-être animal, puisqu'elle offre de l'ombrage en été, elle protège les animaux du froid et du vent dans les périodes un peu plus froides, des intempéries. Donc elle est vraiment utile dans le cadre de l'activité d'élevage. Puis ensuite, elle a aussi un rôle géomorphologique de maintien des sols et notamment, elle facilite aussi l'infiltration de l'eau, des eaux de pluie, puisque on est sur un territoire avec un relief collinaire. Voilà, il y a des ruissellements le long des pentes des collines vers les cours d'eau. Et du coup, ces haies, par l'action aussi de leurs racines, elles facilitent l'infiltration de l'eau dans les sols. Donc voilà, c'est un rôle multiple. Et puis bien sûr, pour finir, ces linéaires de haies abritent une biodiversité qui est encore très riche aujourd'hui. Et puis alors, une des questions qui se posent aujourd'hui autour de la haie et qu'on aborde aussi dans le cadre de ces bocabalades, c'est est-ce que la haie est un outil de production aussi pour les exploitants? Elle l'a été par le passé, notamment parce que finalement elle produisait du bois. Et aujourd'hui, donc on est passé à un mode de gestion de la haie taillée basse au carré, qui fait que du coup elle produit aujourd'hui beaucoup moins qu'elle ne produisait avant. En fait, son rôle du coup par rapport à l'exploitant se limite simplement à enclore les animaux, alors qu'avant elle pouvait produire des ressources aussi pour l'exploitation. Et il y a tout un tas de réflexions qui se font aujourd'hui, d'expérimentation, pour développer une gestion différente de la haie, afin que des essences productrices de bois, des arbres, repoussent dans les linéaires et permettent à nouveau d'apporter une ressource à l'exploitant. Du bois énergie pour le chauffage et puis aussi du bois, des plaquettes de bois pour les litières des animaux quand ils rentrent en stabulation. Donc aujourd'hui, tu veux dire qu'on a une partie de la haie qui était présente à l'origine qui a disparu, c'est-à-dire donc ces arbres qui se trouvaient dans la haie et qui montaient beaucoup plus haut que ce qu'on connaît aujourd'hui finalement. Alors normalement, oui, voilà, la haie, elle a plusieurs strates et il y a une strate arborée qui est encore existante, mais qui malgré tout a en partie disparu. Oui, en fait, on retrouve un arbre ou deux arbres au milieu de la haie, alors qu'à l'origine, ils auraient été un peu plus présents tout le long. Un peu plus présent et aussi la haie dans sa strate buissonnante un peu plus haute aussi. Après, l'avantage effectivement de l'entretien de ces haies basses aujourd'hui, c'est que ça donne un paysage ouvert, très jardiné, mais effectivement, du coup, une haie qui ne remplit pas forcément la totalité des rôles qu'elle pourrait jouer pour l'exploitant. Et pour la biodiversité, est-ce que ça a un impact en fait, ces haies qui ont perdu cette partie plus arborée, comme tu disais, qui devait certainement abriter d'autres espèces animales, notamment des oiseaux ou des insectes?
Oui, effectivement, ça a un impact. Alors, j'ai dit quand même que les linéaires abritaient encore aujourd'hui une riche biodiversité, mais c'est vrai que la taille des haies peut avoir un impact. C'est d'ailleurs pourquoi, en fait, il y a des périodes où la taille des haies est interdite, notamment les périodes de nidification des oiseaux. Voilà, faut avoir conscience que la manière d'entretenir les haies et la période à laquelle on le fait peut avoir un impact sur la biodiversité. Donc tu nous parles de l'entretien en haie basse, qui est l'entretien le plus classique qu'on croise sur la majorité de nos bocas balades. Mais est-ce que sur certaines, tu as pu croiser d'autres modes d'entretien de la haie Effectivement, cette année notamment, on a organisé une boca balade sur la commune de Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, donc à 11 km au nord de Charolles. Et c'est une commune qui présente un bocage assez dense également et dans laquelle on a pu trouver des traces d'anciens modes d'entretien de la haie ou d'aménagement de la haie, notamment donc des traces de plessage. Rapidement, ça consistait à replier certaines branches d'arbres buissonnants et de venir les tresser dans les troncs et les autres branches de la haie pour que la haie puisse vraiment être imperméable entre guillemets au passage des animaux. Donc ça, c'est vraiment un type d'entretien très ancien qu'on trouve déjà à l'époque de l'Ancien Régime. Et à Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, on trouve ces traces un peu fossilisées. On a pu observer ça avec Patrice Noteghem, qui est écologue et qui donc est intervenu lors de la boca balade à mes côtés à Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne. Cette année, il y a eu une boca balade sur la commune de Saint-Laurent-Brionnais, je crois, avec un géologue. Est-ce qu'on peut dire qu'on retrouve un lien entre le bocage, la qualité du bocage et la géologie? Ah, c'est à moi, pardon. Alors, en tout cas, il y a un vrai lien entre la géologie et la qualité des prairies qui composent ce bocage, et qui a été mis en évidence par Frédéric Gaudry, qui est le géologue qui nous a d'ailleurs accompagnés lors de la boca balade de Saint-Laurent-en-Brionnais et qui est l'auteur de la carte géologique de Charolles. Il a travaillé aussi lors de la mise en place de l'AOP Bœuf de Charolles, où il a vraiment bien réussi à démontrer ce lien entre la géologie et la qualité des prés. Et alors, donc, sur Saint-Laurent-en-Brionnais, on retrouve une grande variété géologique des sols et notamment, donc, sur une partie des terrains de la commune, des sous-sols géologiques très favorables aux prairies d'embouche. Donc, ce sont des sols calcaires qui se sont constitués au cours de l'ère secondaire, donc notamment les calcaires du Cinémurien, qui sont en fait, c'est des sols qui sont très riches en minéraux, phosphate, calcium, potassium, magnésium, qui se retrouvent dans l'herbe finalement, particulièrement favorable à l'engraissement des bovins, mais un engraissement naturel à l'herbe. Et quel est le rôle du bocage sur l'environnement, en fait? Alors, le bocage, il est important par rapport à l'équilibre environnemental du territoire parce que il y a plusieurs éléments qui contribuent à absorber ou à stocker le carbone. Comme toute activité humaine, l'élevage bovin dégage des gaz à effet de serre, mais l'intérêt du bocage, c'est que du coup, on arrive à une forme d'équilibre. La plupart des prairies du Charolais-Brionnais, qui sont des prairies permanentes, il y en a même certaines, elles ont été constituées il y a plusieurs siècles. Cet élevage et notamment cette pratique de l'embouche, de l'engraissement des bovins à l'herbe débute au cours du XVIIIe siècle. Donc on a des prairies qui datent de cette époque-là et qui depuis 200-300 ans stockent le carbone dans le sol. Le stockage du carbone dans le sol, il se fait par l'intermédiaire des végétaux. Et le phénomène de photosynthèse, en fait, ils vont absorber le gaz carbonique, ils en ont besoin pour leur croissance, et ensuite, par le phénomène racinaire, etc., ça va dans le sol. Donc, ça veut dire que les haies, les arbres, l'ensemble des éléments végétaux du bocage contribuent à ce stockage de carbone et à cet équilibre environnemental qui se crée. Et puis alors, sur le volet environnemental, l'intérêt du bocage aussi, on en a déjà dit un mot, c'est la biodiversité. Dans notre bocage aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à certains endroits des espaces de petits boisements. Il y a une diversité de milieux
qui est adapté par exemple à certaines espèces. Donc je pense notamment par exemple à l'aigle botté, qui est un petit rapace caractéristique du bocage, qui nidifie dans des espaces boisés, mais qui a besoin d'espaces ouverts pour la chasse, tels que des espaces de bocage. Oui, effectivement, tu as raison Aurélien, et cette année on a pu, pour les oiseaux en tout cas, aller plus loin dans cette découverte parce qu'on a eu la chance, lors de la Boca Balade de Monceau-l'Étoile, d'être accompagné de Benoît Dury, qui est ornithologue et qui a donc pu vraiment nous parler des oiseaux qu'on a croisés au cours de notre déambulation. Donc on a pu découvrir qu'on a des oiseaux vraiment endémiques du bocage, comme la pigrièche à tête rousse, qui est un petit oiseau assez mignon et qui se pose sur les haies pour chasser. Alors il est assez mignon jusqu'à qu'on apprenne sa manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'il empale ses proies vivantes sur des petits pics d'aubépine pour se faire un garde-manger. Ouais, entre nous, on l'a surnommé Vlad l'Empaleur. Et on a également en fait des espèces qui n'étaient pas vraiment à l'origine présentes dans le bocage. C'est notamment le cas du héron garde-bœuf, qui est un oiseau qui était à l'origine plutôt présent en Camargue, et donc dans le sud de la France, et qui est désormais très présent dans le bocage du Charolais brionnais, au milieu des troupeaux de bovins. Donc on a pu en croiser un certain nombre durant la Boca Balade à Monceau-l'Étoile. Alors, ce bocage est un territoire habité, bien entendu. Est-ce que Thomas, tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça s'articule, le bocage, le bâti rural, l'élevage, tout ça? Oui, tout à fait. On est sur un territoire qui est habité et qui a même une histoire assez riche. Bon, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au niveau de l'habitat, on est sur un habitat assez dispersé. On est sur des petits hameaux qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire. On a assez peu de grands ensembles de bâtiments. Donc au fil de nos Boca Balades, ça nous permet justement de passer dans ces différents hameaux de villages et de pouvoir les découvrir. Donc on va avoir certains lieux où ça va nous frapper, ça va nous sauter aux yeux. Je pense à la Boca Balade à Monceau-l'Étoile. Comment se balader dans Monceau-l'Étoile sans aller découvrir son église, qui est quand même assez unique, qui est assez magnifique, avec ce mélange d'architecture à l'intérieur, romane et baroque. On va également avoir des châteaux qu'on peut croiser. L'année dernière, nous avons donc fait la Boca Balade Saint-Symphorien-Curbigny. On est passé à côté d'un des plus beaux châteaux du territoire, qui est le château de Dreux. Surtout que le seigneur de Dreux s'est beaucoup impliqué au XIXe siècle dans les évolutions de l'élevage sur notre territoire. Mais on met également en valeur l'architecture rurale qui, elle, est moins évidente pour un œil qui n'est pas averti. Mais nous, on a la chance d'avoir un formidable ouvrage qui a été fait après une étude sur le bâti rural par Aurélien Michel. Merci de me citer. Donc on se base sur cet ouvrage sur le bâti rural, et on a des éléments forts sur les demeures du bocage. Je vais laisser Aurélien en parler, c'est quand même lui qui a fait l'étude. Oui, je tiens à préciser que cette étude, elle avait été réalisée en partenariat avec le service patrimoine et inventaire de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a quand même largement apporté son expertise au travail qui a été réalisé. Donc ce qu'on peut voir au fil des Boca Balades, c'est finalement l'influence de cette activité d'élevage et d'embouche sur l'architecture rurale, et notamment sur l'habitat, puisque donc c'est une activité qui a amené à partir du XVIIIe siècle un certain enrichissement des habitants de ce territoire, et ça se retrouve notamment donc dans l'architecture des maisons, avec donc les fameuses maisons qu'on dit brionnaises. Donc c'est ces maisons sur un plan quadrangulaire, mais surtout qui s'élèvent sur 2 niveaux et qui sont couvertes par ce toit caractéristique à 4 pans qu'on appelle un toit à croupe, et couverte soit de tuiles, soit d'ardoises pour les habitations les plus aisées. On peut penser notamment par exemple à l'habitation des Chevennes à Saint-Laurent-en-Brionnais. Donc voilà, on essaye d'expliquer en fait l'impact de cette activité, à la fois sur le paysage, mais aussi sur ses habitants et leur lieu de vie. Et pour terminer peut-être sur une petite anecdote, ce territoire il a suscité l'intérêt de personnalités. Lors de la Boca Balade à Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, donc on a pu découvrir le château de Vesle, qui est une des belles demeures de la commune de Saint-Bonnet, qui donc à la fin du 19e siècle appartenait aux frères Chavet. Donc il y en a un qui était député de Saône-et-Loire et l'autre qui était avocat à Paris. Et ils avaient un réseau amical qui incluait
donc des artistes et notamment un célèbre comédien, peut-être le plus célèbre comédien français de la fin du 19e siècle, Constant Coquelin. On le connaît encore aujourd'hui parce que c'est lui qui a créé le rôle de Cyrano de Bergerac. C'est le premier interprète de ce rôle emblématique du répertoire français. Et donc, il se trouve qu'il venait en villégiature à Vels. Et pour tous ces artistes, ils recherchaient des lieux de villégiature hors de la saison théâtrale. Et donc, grâce à leurs réseaux amicaux, comme c'est le cas à Vels, mais aussi dans l'idée de trouver un peu un paysage refuge, un paysage qui pouvait peut-être être inspirant pour leur art. Et donc, voilà, on a un exemple ici d'un artiste qui a pu peut-être répéter quelques vers de Cyrano de Bergerac à l'ombre d'un arbre ou d'une haie du bocage de Saint-Bonnet-de-Vieilleville. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir raconté ce bocage. Si vous avez loupé donc les Boca Balades 2025, ne ratez pas la programmation de la saison 2026. Une nouvelle saison des rendez-vous sera programmée et dans laquelle on intégrera des Boca Balades. C'est évident, il y aura des Boca Balades en 2026. Voilà. Merci à tous les deux encore une fois. Au revoir. Merci de nous avoir reçus, Marie. À bientôt. Merci et à bientôt.